Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Un séminaire gouvernemental se tient ce lundi au palais présidentiel présidé par le vice-président Daniel Kablon-Duncan et en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est question du programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2018. Une rencontre réunissant les cadres, la chefferie traditionnelle, les acteurs du système scolaire et l'ensemble des différentes couches de la société s'est tenue à Bangourou pour apporter des solutions à la crise qui secoue le col dans la région. On en parle justement dans cette édition. Et puis en France, plusieurs centres pénitentiaires ont été bloqués dans le pays ce lundi matin en soutien à plusieurs surveillants agressés jeudi dernier par un détenu à la prison de Pas-de-Calais. Le directeur de cette prison a même démissionné. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le vice-président Daniel Kablon-Duncan préside ce lundi un séminaire gouvernemental au palais présidentiel. Et cette rencontre permettra d'adopter sur présentation de chaque ministre le programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2018. Témoin pour RTI 1, Alexis Ouedraogo. L'exercice de ce lundi pour les membres du gouvernement, définir les grandes actions de leur département pour 2018. Les résultats des travaux devraient constituer le plan d'action prioritaire du gouvernement pour cette année. Des actions qui, conformément à la volonté du chef de l'État, devraient améliorer de façon perceptible les conditions de vie des populations. Nous devons, en cette année 2018, consolider tous les progrès obtenus au niveau national et international en poursuivant nos efforts, chacun dans son domaine, mais le tout dans la solidarité gouvernementale, car nous sommes tous comptables des résultats de nos actions. Nous devons également ouvrir de nouveaux sentiers de développement de notre pays. C'est pourquoi j'invite chacun et chacune à consentir davantage de sacrifices pour atteindre notre objectif commun, celui de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 pour le bonheur de tous. Entre autres points prioritaires, le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie, la promotion de la jeunesse, de la femme et l'émergence de l'Ivoirien nouveau. Le gouvernement devra être également très attentif aux questions importantes que sont la formation professionnelle, l'apprentissage, l'emploi et l'auto-emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Au plan politique institutionnel, l'organisation réussie des prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales devrait contribuer à consolider le processus démocratique dans notre pays. Le gouvernement doit pouvoir se donner les moyens de relever tous ces défis pour permettre aux ménages de ressentir davantage les retombées de nos efforts communs réalisés sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une croissance forte, durable et soutenue, et d'une prospérité de plus en plus inclusive et partagée. Le séminaire refermera ses portes en fin de journée. Voilà, et les grands axes prioritaires du gouvernement pour l'année 2018 seront connus. Toute autre chose, il est difficile de stationner dans le district d'Abidjan. La raison, le manque de parking associé au désordre orchestré par certains transporteurs. Didier Nguessan, Christelle Ménan. Se garer dans certaines communes d'Abidjan, un cauchemar pour les automobilistes et les piétons. Parking, trottoirs, accotements, terre-plein et même la chaussée sont pris d'assaut quand ils ne sont pas occupés par des commerces ou des gares illégales. Des dispositions légales existent pourtant. La loi nous dit que tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Il doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée. La gestion du stationnement relève des mairies. Des parkings municipaux voient le jour, mais les initiatives ne s'arrêtent pas là. La gestion des parkings municipaux, c'est de plus en plus l'affaire de prestataires privés à Abidjan. Attribuer des places aux entreprises, gérer au quotidien les parkings payants, c'est le cahier de charges dicté par la mairie. Bonsoir monsieur, bonne arrivée. S'il vous plaît, le stationnement ici il est payant, c'est 200 francs une heure. Et au-delà d'une heure, c'est 100 francs qui s'ajoutent à chaque tranche. C'est à votre retour qu'on paye. Après avoir fini de relever votre Payer pour stationner, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Ça répond à quoi?
Si ça peut contribuer, je veux dire, au développement, il n'y a pas de souci. Voilà, mais avec les mentalités qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre, qu'on voit, payer de l'argent, c'est déjà irritant, quoi. Conan est Parker. Il fait partie des 200 employés du concessionnaire. Contrôleurs, remorqueurs, agents de recouvrement ou agents de sabot, ils sont salariés ou contractuels. C'est des investissements que nous faisons pour construire ces parkings-là, pour aménager donc ces parkings-là. Et donc, le faire payant, je ne crois pas que ça soit un frein, mais plutôt une manière à nous de faire en sorte que le développement soit une réalité en Côte d'Ivoire. 3 000 francs CFA le mètre carré. C'est le prix à payer par une entreprise pour s'offrir un des 450 parkings de cette commune commerciale. 12 autres parkings payants sont aussi à disposition des automobilistes. Un flux moyen de 600 véhicules par jour. À Abidjan, stationnement rime souvent avec sabot, l'épouvantail des automobilistes. Sinon c'est interdit de... D'accord, je m'excuse, je ne savais pas. Je peux avoir la pièce du véhicule. La contravention qu'il faut payer. La contravention fait 10 000. 10 000 francs CFA qui iront tout droit dans les caisses de la mairie, en principe. Si vous garez sur un espace où vous ne devez pas garer, vous êtes en infraction. Puisqu'il y a une contravention qui est prévue par la délibération des taxes, vous acquittez de cette contravention et puis nous libérons tout simplement votre véhicule. En 2005, la Cour suprême a donné raison à une automobiliste qui refusait de payer une amende de 20 000 francs à une municipalité pour mauvais stationnement. Cette décision peut faire jurisprudence. En prenant un arrêté pour sanctionner le stationnement et infliger une amende de 20 000, alors qu'aucun test ne fixe une amende de 20 000, le maire a abusé de son pouvoir. Parce que le code de la route a été pris par décret présidentiel. Donc un arrêté municipal ne peut pas avoir des dispositions qui soient plus sévères que le décret. C'est un problème de hiérarchie. En cas de mauvais stationnement, le code de la route prévoit une amende allant de 500 à 2000 francs CFA maximum, selon la gravité de l'infraction. Le permis de conduire pourra être suspendu et retiré, le véhicule immobilisé et mis en fourrière. Le code pénal, lui, oblige tout contrevenant à un arrêté municipal à payer entre 5 000 et 50 000 francs CFA ou à subir une peine d'emprisonnement de 10 jours. Autre déboire en matière de stationnement, les gares municipales. L'intérêt des transports communaux pour les populations est indiscutable. Sauf que les désagréments pour la circulation routière sont nombreux. Les transporteurs s'organisent donc. Monter ici. Par ordre d'arriver à la voiture, la mettez au warrant. Je veux voir moins 5 voitures, sur moins 6 voitures. Marcory, carrefour du cinéma magique. Ici, chaque jour, une centaine de véhicules stationnent quelques minutes, le temps de charger les clients, 8 places de stationnement pour une centaine de véhicules de passage. Conséquence, le trottoir est converti en parking. Pour avoir le droit d'exercer dans la commune, chaque transporteur paie une taxe de stationnement mensuelle à la trésorerie municipale. Bon, les taxes à payer, là, ça c'est bon. Au niveau de la mairie, si une voiture arrive, il faut payer ta carte de stationnement. Ça coûte au moins 65 000. Dans la commune du Plateau, les transporteurs n'ont pas à s'acquitter de cette taxe. Ici, les gares municipales ne sont pas autorisées. On s'est organisé pour faire une association pour qu'on puisse être tranquille, pour travailler en harmonie avec les usagers comme avec la mairie. En contrepartie, les syndicats communément appelés Nyambro sont interdits dans la cité des affaires. La gare suppose beaucoup de choses. La gare suppose le paiement des taxes d'occupation de domaine public. La gare suppose la perception des taxes. Nous parlons de point de départ et de point d'arrivée. Il n'y a plus de place pour le stationnement dans la commune du Plateau. Seulement 1000 places de parking. La Cité des Affaires accueille en moyenne 2 millions de travailleurs chaque jour. Les entreprises déboursent 4 000 francs CFA pour 1 mètre carré de parking. L'offre est inférieure à la demande. Les entreprises délocalisent. On a à peu près une trentaine d'entreprises qui ont délocalisé depuis 2005 en raison donc des difficultés pour leurs clients d'accéder à des espaces de stationnement. Pour les entreprises et les transporteurs, comme pour les usagers, le coût du stationnement varie d'une commune à une autre. Le potentiel existe, il est financier, mais surtout social. Près de 300 jeunes ont été insérés grâce au projet e-parking dans les communes de Marcory et du Plateau.
Autre sujet dans cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a abrité le pitch d'Abidjan. Le pitch d'Abidjan, c'est un concours organisé par le Centre des jeunes dirigeants pour trouver les meilleurs projets de start-up. Franck Wadio. Un pas de franchi pour ces 3 porteurs d'idées. Leur start-up, jeune entreprise à fort potentiel sélectionnée pour la grande finale du grand concours Pitch Hub Africa. La valorisation de la culture africaine chez l'enfant, une application numérique sur l'artisanat et des stratégies pour booster la cuniculture ou l'élevage de lapins. Des idées qui ont séduit le jury d'experts internationaux. Les participants, au nombre de 13, ont eu chacun 5 minutes pour défendre leur projet. C'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs. Tous les projets qui sont venus étaient des projets pour nous gagnants, puisqu'ils vont repartir avec accès à nos partenaires et donc faire grandir et améliorer leurs projets. Prochaine étape, la grande finale pour l'obtention de financement. Une opportunité à saisir. Les différents partenaires de cette compétition nous ont promis pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour des jeunes entrepreneurs, de l'accompagnement et aussi la possibilité d'être incubé et aussi d'aller au Maroc pour pouvoir compétir avec les autres des différents pays africains. Pour Andy Max Ableyi, l'organisateur de l'étape ivoirienne, il faut multiplier ce type d'activité. Cette année, nous avons décidé de travailler sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire que nous allons permettre à des jeunes, des étudiants, des élèves de côtoyer le monde des entreprises. Et cela, nous allons essayer de corriger ça. Rappelons que le pitch d'Abidjan n'est qu'une étape des présélections du Hub Africa qui se tiendront dans 6 autres pays. La grande finale aura lieu les 2 et 3 mai 2018 à Casablanca, au Maroc. Le gouvernement ivoirien va procéder le 18 janvier prochain au lancement de l'initiative Cacao Forêt. C'est un projet qui vise à lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Voyons les détails avec Francis Boifo. Faire des plantations de cacao sans détruire la forêt. Le projet dénommé Initiative Cacao Forêt, que le ministère des Eaux et Forêts va lancer le 18 janvier prochain, devrait permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. Des accords ont été signés avec 35 entreprises privées à Bonn, en Allemagne, lors de la COP23 pour combattre la déforestation en Côte d'Ivoire. Le ministre des Eaux et Forêts revient sur les engagements pris par les industriels du cacao et du secteur bois en Allemagne. Il y a des actions précises qui vont tendre à la traçabilité de la production, déjà, pour s'assurer que cette production ne provient pas de forêts classées. Nous allons introduire l'agroforesterie, donc qui allie la production agricole et la production forestière. Un fonds va être mis en place auquel vont participer tous les signataires, donc les partenaires techniques et financiers, mais aussi les industriels, donc le secteur privé et notre gouvernement. Fini les engagements, place à la mise en œuvre du projet à partir de la rencontre d'Abidjan. Il s'agira donc d'avoir des plans d'action précis avec un calendrier de mise en œuvre précis. Et puis, en face, pouvoir mettre un budget. L'initiative Cacao Forêt vise à reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien dans 10 ans. De 16 millions d'hectares de forêt après l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 3 400 000 hectares aujourd'hui. Un séminaire sur la pédagogie a été organisé à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, précisément au campus 1, à l'attention de futurs enseignants de l'UFR des sciences médicales. Objectif, les outiller aux techniques pédagogiques. Alain Soua, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Bouaké. Ils sont au nombre de 40, ces internes et assistants-chefs des cliniques de l'UFR sciences médicales de l'université Alassane Ouattara. 5 jours durant, ils ont été outillés à rénover l'approche pédagogique à travers le développement de nouvelles méthodes et l'utilisation des ressources de manière plus efficace pour davantage impliquer les acteurs universitaires et en premier les enseignants. On a constaté que les assistants, quand ils arrivent, qu'ils n'ont pas un ancrage sur lequel ils doivent s'appuyer pour pouvoir dispenser des cours. Donc nous, ici, on leur apporte quelque chose qui va leur permettre de s'améliorer au fur et à mesure. Et nous serons là pour les suivre afin que Bouaké demeure toujours l'université première. Permettre à ces futurs enseignants d'acquérir les bases de la pédagogie afin de mieux inculquer le savoir aux étudiants. Ces actifs et forces vives de demain. Tel est l'objectif assigné à ce séminaire. De quoi réjouir les participants qui souhaitent que ce type d'initiative soit
perpétuée. Nous sommes les internes et nous sommes amenés à apprendre la carrière d'enseignant. Et cette formation nous permet d'asseoir les éléments basés de la pédagogie. Nous avons appris comment nous tenir devant les étudiants, comment aborder les étudiants. Reste encore d'énormes défis à relever pour hisser le système d'enseignement supérieur ivoirien. Et ce séminaire sur la pédagogie de l'enseignement vient ainsi redonner du sens au principe d'égalité pour permettre la réussite de tous les apprenants au sein d'une formation supérieure de qualité. La problématique de la violence scolaire préoccupe les cadres de la région de l'Indénié-Djuablin et c'est le deuxième grand titre de cette édition. Ils ont échangé sur la question avec la chefferie traditionnelle, les acteurs du système scolaire et l'ensemble des différentes couches sociales d'Abangoro. Témoin Eugène Atoubé. Il aura fallu le contre-coup dans l'Indénié-Djuablin des crises répétitives de l'école pour que le système scolaire dans cette région bénéficie de toutes les attentions. Attention des élus, cadres, autorités administratives et coutumières, attention aussi de la communauté éducative et des populations. Nous les cadres, ayant bénéficié de cet ascenseur social, on se doit d'être un modèle et faire un pas de plus pour que nous édifions un mécanisme nouveau permettant de mettre en place des mécanismes innovants pour régler et réguler l'école. Chacun y est allé de ses arguments et de sa vision de l'école pour enrichir la réflexion au cours des travaux en atelier. Les élèves au cœur des violences dans les collèges et lycées ont été mis à contribution autant que les parents. Quand j'étais à Kiman, quand tu fais quelque chose, quand tu n'as pas étudié, tu viens, ton cœur bat. Il te dit que si tu n'as pas une bonne moyenne, le professeur, souvent il appelle les parents ils ne disent rien, mais lui-même il prend ses responsabilités d'abord. On te met à genoux devant tout le monde, à la récréation, tout le monde te regarde, il peut te chicoter là même, donc tu as peur. Tu viens, tu as quand même bossé, même quand tu es nul même, tu fais l'effort d'étudier quelque chose avant de venir. Il faudrait que nous sachions pourquoi nous allons à l'école, il ne faudrait pas que nous le fassions pour nos parents. On le fait pour nous, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. C'est un tableau bien sombre qui résume l'état du système scolaire dans la région de l'Indénié-Djuablin, selon l'analyse diagnostique faite par les autorités éducatives. Tableau dans lequel les élèves, les enseignants et autres personnels des collèges et lycées sont tous comptables des crises survenues ces dernières années. Les autres composantes du corps social, les parents d'élèves notamment, n'y échappent pas. Il n'y a pas toujours ce réflexe de venir voir ce que l'enfant fait, d'aller même au collège, d'aller dans l'établissement pour savoir si l'enfant est véritablement présent à l'école. L'autorité fait sa part. Mais je dis, il est temps que les populations prennent conscience qu'ils sont partenaires de l'éducation de leurs enfants. Nous sommes co-éducateurs, nous les parents d'élèves, nous les populations. L'État seul ne peut pas s'engager dans les dépenses éducatives, dans les projets éducatifs de nos enfants. Nous sommes les premiers bénéficiaires de leur réussite. Les crises du système scolaire dans l'Indénié-Djuablin, une responsabilité partagée et bonne conscience comprise, tous s'accordent sur l'exigence d'œuvrer pour que l'école dans l'Indénié-Djuablin retrouve son rayonnement d'antan. Que chacun comprenne la nécessité de s'engager ou de prendre ne serait-ce qu'une petite part dans le cheminement, dans le déroulement, dans le développement du système éducatif dans la région. Si chacun de nous peut apporter ne serait-ce qu'une tonne de ciment pour aider à construire une classe, ça va décongestionner les classes et réduire les effectifs tels qu'on l'a vu. Il est prévu une large diffusion des résolutions du séminaire d'Abangoro, une initiative qui pourrait faire école dans les autres régions du pays. Après Abangoro, rendons-nous dans le département de Tiassalé où la localité de Pikalikro et plusieurs autres sous-préfectures sont enclavées. La raison, les routes sont impraticables. Franck Kouadio. Un cercueil sorti du véhicule. Le sentier est abrupt et coupé par une rivière. Il faut continuer le reste du trajet en pirogue, passer par cette rivière pour regagner à Kalékro, village de quelques 4000 âmes, dans la sous-préfecture de Boulouville, département de Tiassalé. C'est qu'à Kalékro souffre d'un enclavement prononcé. Ce qui se pose véritablement nous, c'est les voies d'accès. Les routes ne sont pas traitées. Vraiment, on a les problèmes, on a les difficultés de sortir ici. Même si tu as un bébé qui est malade, tu es obligé de marcher jusqu'à 36 km. Quand une femme tombe enceinte,
accouchement, des fois l'accouchement ça se passe au village. Des fois, celle qui doit accoucher n'a pas la chance, elle décède. Parce qu'on n'a pas de route pour pouvoir amener cette femme à Bessédi. Donc c'est Bessédi qui est notre lieu de soins. 32 km. Rallié à Kalekro à partir de Bolouville, son chef-lieu, une cinquantaine de kilomètres en passant par Boubrou, village le plus proche mais d'accès coupé par une rivière. Les habitants obligés de passer donc par Bessédi, Sikensi, voire même Grand Laou. Difficile dans cette situation d'écouler des produits cacaoyers. Cacao là, il y en a. Mais quand on cueille cacao là, pour avoir la route, pour envoyer le cacao à Sikensi qui est tout près ici, c'est un problème pour nous. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à Tia-Salé. Nous sommes à près de 100 et quelques kilomètres de Tia-Salé. Les enfants sont enceintes. Une que j'ai perdue comme ça avec des larmes aux yeux. Même si tu as des millions, tu ne peux pas la faire sortir. La route, gage de développement, peu ou pas donc de commodités de base, maternité, eau, électricité ou encore école. Pour les populations, il y a alors urgence. La question n'est pas inconnue des autorités locales. Un pont est absolument nécessaire pour qu'il y ait une communication entre les peuples de cette sous-préfecture. Malheureusement, depuis longtemps, ce pont est en projet et nous sommes heureux que les travaux soient en train d'être repris. Le handicap majeur, c'est la traversée d'une, bon, disons, c'est une rivière, mais quand même assez importante, et qui s'appelle la Méné. Donc il fallait un pont pour permettre justement ce passage à Akumbu et d'Akumbu aller à Kalekro, donc par la voie. Donc c'est ce que nous avons budgétisé, hein, cet ouvrage avec la route, le coût est de 250 millions. Les travaux ont débuté. Mais en plus des besoins en eau potable et en structure sanitaire de base, l'amorce d'un désenclavement appelé par tous ici, vivants ou non. Voilà, et la ville d'Aboisseau, elle a changé positivement. Bien sûr, depuis quelques années, c'est le fruit de nombreuses actions de développement menées par le conseil municipal dans plusieurs domaines, entre autres la santé, l'éducation, l'électrification urbaine. Kwasi Mamadou. En 4 ans d'exercice, la mairie d'Aboisseau a réalisé un investissement de près d'1 milliard de francs CFA. Des investissements réalisés dans plusieurs domaines. Il s'agit de la construction de 3 écoles primaires de 6 classes, de 2 écoles de 3 classes et de 3 cantines scolaires. À cela s'ajoute la construction de 3 centres de santé intégrés, la distribution de prises en charge scolaires et de tables-bancs, ainsi que le reprofilage de routes. Le conseil municipal a entrepris également l'extension de l'électrification urbaine. Le financement des projets des jeunes et des femmes a également constitué une priorité pour le maire Mamadou Kano et son équipe. Toutes ces réalisations ont été présentées lors de la 4e session ordinaire du conseil municipal. Selon le premier magistrat de la commune d'Aboisseau, ces investissements ont été possibles grâce aux subventions de l'État de Côte d'Ivoire, aux ressources propres de la commune, ainsi que la sollicitation des différents partenaires au développement. Il a également invité la population à la patience pour la réalisation de d'autres projets de développement. Le budget 2018 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 712 170 000 francs CFA, dont 558 millions pour le fonctionnement et 153 millions de francs CFA pour les investissements, soit 21,6% du budget général. Le maire Mamadou Kano et son équipe ont promis de réorganiser le système de recouvrement afin d'améliorer les recettes propres, a-t-il ajouté. Le représentant du préfet de la région du Sud Komoué, Koulibaly Siriki, a salué l'esprit d'équipe du conseil municipal et félicité le maire et l'ensemble des conseillers municipaux pour les différentes réalisations qui bientôt donneront un nouveau visage à la cité de Rocher. Les réalisations du conseil régional du Bélier dans le département de Toumoudi au titre de l'exercice 2017 sont nombreuses et ces infrastructures viennent d'être remises à leurs bénéficiaires. Léon Bro, Kwame, RTI Boaké. Ce bâtiment d'environ 9 millions de francs CFA, un don du Conseil régional du Bélier pour renforcer les capacités de l'antenne du Centre national de transfusion sanguine de Toumoudi. Dans cette ville carrefour et mitoyenne à l'autoroute du Nord, ce sont donc les besoins des populations en produits sanguins et notamment ceux des accidentés de la route qui seront satisfaits. Se réjouit la ministre de la Santé qui dévoile pour 2018 les projets du gouvernement pour Toumoudi. Le président de la République
l'Afrique a accepté que l'on puisse construire ici, à Toumoudi, un centre de prise en charge de trauma, c'est-à-dire un trauma center. Les travaux concernant l'extension également du bloc opératoire vont commencer d'ici la fin du mois de janvier. Lycée Camille Ali, plus de 22 millions investis dans 3 salles de classe et 2 bureaux, ce qui porte à 257 millions de francs CFA le montant absorbé par l'école dans le seul département de Toumoudi en 5 ans. Précision du président qui chiffre pour la même période à 3,5 milliards de francs CFA le volume des investissements du conseil régional du Bélier. Nous avions mis plus d'1,230 milliard pour l'école. 416 450 000 pour la santé. Et puis les autres secteurs, 1 milliard et quelques, les routes, l'eau. À Toumoudi, pendant ces 5 ans aussi, le conseil régional du Bélier a investi 279 millions de francs CFA dans divers autres domaines, dont la culture. Sont ainsi réalisées des infrastructures comme ce foyer polyvalent Camille Ali de Zahakro pour renforcer la cohésion sociale. Hors de la Côte d'Ivoire pour retracer l'histoire de l'esclavage qui a décimé le continent africain pendant plus de 4 siècles, le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, a construit un musée, un véritable centre de recherche qui retrace l'histoire de la traite négrière. Kwasi Mamadou. Entre le 15e et le 19e siècle, près de 12 millions d'Africains furent déportés sur les côtes américaines. Un véritable commerce en 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. La ville de Bordeaux, située au sud de la France, a été un carrefour important dans ce commerce triangulaire pour le compte du continent européen. Les produits servant d'échange avec les esclaves transitaient par cette ville, ainsi que les fruits des efforts de ces esclaves dans les champs sur le continent américain. Bordeaux était l'entrepôt de l'Europe. Toutes les denrées coloniales, enfin quantité de denrées coloniales, transitaient par Bordeaux avant de gagner Londres, Amsterdam ou Hambourg. Et de la même manière, beaucoup de denrées arrivaient de toute l'Europe qui repartaient destinées à alimenter les colons installés dans les colonies. Cette position a beaucoup contribué au développement de plusieurs villes européennes, dont Bordeaux, qui jouit aujourd'hui des retombées de ce commerce jugé honteux. La plupart des infrastructures qui font la fierté de la ville de Bordeaux sont le fruit de cette traite négrière. Et les efforts de ces Africains sont reconnus aujourd'hui, d'où l'ouverture d'un musée retraçant l'histoire de cette page noire du continent africain. Une reconnaissance du maire Alain Juppé, avec l'implication de la diaspora dans la valorisation des retombées. L'arbre, avant de grandir, puise sa source dans la terre nourricière. On ne peut pas vouloir avancer si on ne sait pas notre histoire. Donc il était important pour nous, en tout cas issus des diasporas, de nous battre auprès d'Alain Juppé qui a toujours eu cette volonté-là de faire avancer les choses, de pouvoir réaliser, on va dire, ce musée. Le musée de Bordeaux retrace toute l'histoire de la traite négrière. Des premiers bateaux qui ont accosté sur le continent africain, en passant par la vie de ces esclaves sur le continent américain. Les productions de canne à sucre et les champs de café. Dans ce musée, l'on peut retrouver les extraits de naissance de certains esclaves installés sur des territoires français et sur le continent américain à l'image d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique. On y trouve également des produits des terroirs ivoiriens. On estime à environ 4000 le nombre d'Africains ou d'Antillais installés en Aquitaine au XVIIIe siècle. Beaucoup d'entre eux étaient esclaves, mais des esclaves domestiques. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badama, de passage dans ce centre de recherche, s'est réjoui de cette richesse dont pourraient s'inspirer les chercheurs ivoiriens dans le cadre de l'élaboration de la route de l'esclave. Si les Européens, qui eux-mêmes ont été les acteurs principaux de l'esclavage, reconnaissent leur place et leur rôle, pourquoi nous, Africains, devons nous taire, continuer de nous taire sur notre rôle, notre complicité et notre contribution à l'esclavage? C'est donc la problématique. Et il était bon que nous venions ici à Bordeaux pour nous informer, pour voir comment le musée d'Aquitaine est structuré, pour que nous puissions enrichir nos musées et notre route de l'esclave. Si ce commerce continue de faire des heureux sur d'autres cieux, il était l'une des pires histoires du continent africain, de par la pète de ses bras valides. Et toujours en France, pour terminer cette édition, plusieurs centres pénitentiaires ont été bloqués dans le pays ce lundi matin en soutien à plusieurs surveillants agressés jeudi dernier par un détenu à la prison de Pas-de-Calais. Le directeur de cette prison a même quitté son poste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.